paraissent sinon synonymes, du moins très voisines, comme collectif, public, commun, bien public, bien collectif, bien commun, bon, un ensemble de notions que le citoyen aura peut-être dans un premier temps du mal à décortiquer s'il n'y a pas un petit approfondissement qui est proposé. C'est ce qu'on se propose de faire, non pas en vous assénant la bonne définition, mais déjà en posant les jalons qui permettent ensuite d'avoir une discussion fructueuse. Parce que, je le disais, ces notions font l'objet de réflexions théoriques qui ont été relancées, je vais dire, revivifiées, après l'attribution d'un prix de la Banque de Suède qui est dénommé habituellement prix Nobel d'économie, mais qui n'a de Nobel que le nom, à la politiste américaine Elinor Ostrom, qui est décédée depuis, mais à l'occasion de cette attribution, donc, il y a eu toute une discussion qui a rejailli sur cette pluralité de notions qu'on va essayer de décortiquer. Alors, de décortiquer et l'enjeu politique, parce qu'il n'est pas que théorique, je l'ai annoncé, l'enjeu politique est que les institutions internationales sont en train d'intégrer cette problématique à l'appui de leurs propositions de croissance verte, d'économie verte, pour créer de façon à ce que les États, parce que c'est ça qui va être un objet important de discussion, de façon à ce que les États intègrent cette vision des biens communs à la manière dont ils la conçoivent, créer les conditions pour que le marché régule sans défaillance ce type de biens. Et donc, vous voyez un peu les enjeux théoriques et politiques qu'il peut y avoir derrière cette question. D'abord, Benjamin Thoria, qui est un économiste de l'Université de Paris, et qui est l'auteur d'un ouvrage collectif qui vient de paraître et dont sans doute il vous parlera, et qui se trouve être par ailleurs assez proche d'Attac, puisqu'il milite au sein des économistes altérés, dans lequel nous pouvons être aussi. De deux types de communs. Les premiers, c'est les communs dont parle pour l'essentiel Elinor Ostrom, qui sont les communs fonciers, les communs classiques, ceux qui ont donné leur lettre de noblesse au concept, donc les communs forestiers, les pêcheries, les pâturages, éventuellement les moulins à grains, etc., qui sont d'ailleurs par parenthèse les communs qui ont été l'objet des enclosures au XVIIIe siècle, et même avant, le mouvement des enclosures commence au XIIe siècle, et dont Marx parle en expliquant que c'est la privatisation des communs qui a constitué un des éléments de constitution du capitalisme, en libérant de la force de travail pour les manufactures. Ensuite, je parlerai de communs totalement différents et fort intéressants, qui sont des communs immatériels, des communs plutôt digitaux, et dont les logiciels libres sont la pointe avancée. Mais il y en a bien d'autres derrière. Et enfin, je voudrais parler de la notion de bien commun, qui est aujourd'hui en gestation parmi les juristes et les politistes, qui nous vient d'ailleurs, le débat qui est très largement alimenté par les Italiens, et qui trace des perspectives assez nouvelles sur ces sujets. Alors d'abord, les biens communs, d'abord les communs au sens de Ostrom, si vous voulez. Donc les communs au sens classique du terme, les fonciers, qui recouvrent pour l'essentiel des biens fonciers. On peut dire qu'on a un commun lorsqu'on a trois choses. Et ces trois choses sont indispensables. D'abord, il faut une ressource qui est mise en commun. Alors, cette ressource, ça peut être un pâturage, une forêt, un lac, etc. Donc, il faut une ressource. Deuxièmement, autour de cette ressource, il faut une distribution des droits de propriété entre les différents participants en commun, qu'on va appeler les commodeurs. Ça veut dire que, comme on le verra, certains vont avoir un droit d'usage, de prélèvement, d'exploitation, de commercialisation, pour toute ou partie de la ressource. Sachant que tous ceux qui ont des droits ont aussi des obligations, parce qu'en général, là où il y a commun, c'est la raison pour laquelle il est tout à fait fondé que
cette session se tienne avec dans une série de réflexions sur l'économie verte, etc. Là où il y a commun, il y a souci de reproduction de manière soutenable de la ressource. Bien. Et c'est la troisième chose, pour qu'il y ait un commun, il faut donc une ressource, il faut des ayants droit et des obligations, et il faut une structure de gouvernance qui assure la reproduction de la ressource à long terme. Cette structure de gouvernance, elle peut être informelle, hein, la communauté villageoise qui s'auto-surveille d'une certaine manière hein, quant à l'usage du commun, qui vérifie que chacun respecte ses droits, mais ça peut être une gouvernance beaucoup plus organisée, éventuellement même policée. Le monde des communs n'est pas un monde de bisounours, parce que les contraintes de reproduction à long terme des ressources supposent qu'on y prenne garde. Hein, ça ne se fait pas de soi-même. Bien. Alors, je passe sur les détails. Ce qui est essentiel, d'ailleurs c'est ça qui nous distingue d'autres approches du commun, c'est cette idée qu'au cœur des communs, il y a un système de droits de propriété, hein, de droits d'usage, de droits de prélèvement, de droits d'exploitation, de droits de management, etc., partagés entre commoners. Donc ce qui est au cœur des communs, c'est un changement majeur dans la théorie des droits de propriété. C'est-à-dire que les communs mettent fin, matérialisent et mettent fin à l'idéologie que le droit de propriété, c'est nécessairement un droit de propriété privé, exclusif, où le détenteur du droit de propriété détient tous les attributs. Ce qu'en français on appelle, enfin dans le droit latin, usus, abusus, fructus, etc. Voilà. La grande catastrophe en matière d'histoire du droit de propriété en France, c'est 1804. Pourquoi? Parce que c'est le Code civil qui canonise d'une certaine manière une seule forme de propriété, la propriété privée exclusive, hein, avec des droits d'interdire, etc., alors que la France est couverte de communaux. Hein. On sort à peine de l'Ancien Régime, si je peux dire, donc tout ce qui est les eaux souterraines, les lacs, les droits de passage, les forêts, etc., c'est des communaux, curieusement, pas un mot. Pourquoi? Parce que la révolution bourgeoise, c'est les thermidoriens hein, qui ont fait 1804. C'est pas Robespierre, il ne faut pas se tromper. Hein. J'insiste beaucoup là-dessus. Bien. Donc, les thermidoriens ont utilisé 1804 pour imposer un droit de propriété sous une forme unique, canonique, exclusive, etc. Alors que la France était couverte de communes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je crois que c'est l'article 714 du Code civil qui dit « Et il y a des choses communes ». Il y a un article. Hein. Alors, il y a deux sortes de choses communes. Il y a les choses communes qui sont communes parce que personne ne peut s'en saisir, par exemple l'air, l'atmosphère, et les choses qui sont communes parce qu'on ne se les a pas encore appropriées. Donc, si vous voulez, il y a une catastrophe, hein, il y a une catastrophe de l'histoire du droit de propriété en France, un cataclysme qui s'appelle 1804. Mais qui n'a pas empêché que survivent, alors vous avez tout à fait raison, les sectionnaux, toutes sortes de biens qui ont une dimension communale au sens de collectif, de droit partagé, et c'est vrai qu'il y a tout un travail à avoir pour revitaliser ces droits, pour les codifier, pour les étendre, etc. Le commun, c'est le contraire de ça. Hein. Le commun, c'est l'affirmation qu'il est possible, même souhaitable, et dans un certain nombre de cas beaucoup plus efficace, d'avoir une distribution des droits de propriété. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est un point central. Je vais encore insister en disant que pour qu'on ait un vrai commun, on n'a pas seulement une distinction entre un propriétaire, qu'il soit privé ou public, ça m'est complètement égal, et des gens qui auraient un droit d'usage. Quand on a ça, on a la situation d'avant les enclosures, où on avait des propriétaires et j'ai envie de dire délibérément, des pauvres paysans, qui n'avaient que des droits d'usage, et c'est parce qu'il n'y avait que ça que la révolution des enclosures a été possible et qu'elle a pu exproprier tout le monde. On a des communs au sens d'Ostrom lorsqu'on a des vrais droits garantis pour les usagers, pour les commoners. Alors, l'archétype du commun chez Ostrom, c'est un commun foncier, parce que c'est les premiers grands types de communs dont je voulais vous parler. C'est un commun foncier, donc une pâturage, une pêcherie. À son origine, il y a des règles d'usage, mais qui se sont transformées en partage
de droit de propriété, partage des attributs du droit de propriété. C'est un commun dont le management est, dit Ostrom, community-based, c'est-à-dire que c'est la communauté autour du commun qui va gérer le commun. Il est de taille moyenne, en général. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on passe à des très grands communs, le climat dont on va parler tout à l'heure, ou l'accès à des données digitales qui ont un caractère universel, les problèmes de management, les problèmes de distribution des droits ne sont plus du tout de même nature. Donc si vous voulez, c'est très important de bien voir que derrière le mot commun, il y a des réalités qui peuvent être extrêmement différentes. Enfin, ce commun est souvent présenté comme une troisième voie entre la propriété privée ou publique exclusive et le marché. Ça me fait un peu rigoler, parce que le commun ne peut pas exister s'il n'est pas appuyé sur de la réglementation, sur de la législation, sur de la règle, etc. Et donc, moi, j'aurais tendance à penser que cette dernière façon de présenter les communs est un peu sombre. Mais on y reviendra. Deuxième grand type de commun. Alors, c'est ça qui est absolument extraordinaire avec les communs, c'est que, en gros, Ostrom fait ses travaux essentiels dans les années 80. C'est très important, je vous le dis très vite, mais c'est très important, à la demande de, du National Research Council, c'est-à-dire un organisme qui planifie la recherche et les besoins de la recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclin de la productivité dans les zones tropicales. Et qu'on s'inquiète de ce déclin de la productivité dans les zones tropicales. Et que l'une des hypothèses, c'est qu'il y a ce déclin de la productivité dans les zones tropicales parce qu'on a détruit les communs. Et que du coup, on arrive vers un épuisement accéléré des ressources, toutes sortes de problèmes de surpopulation, etc. Et Ostrom est chargé de conduire toute une série d'études pour vérifier cette hypothèse. Et la conclusion est oui, l'une des raisons du déclin de la productivité en zone tropicale, c'est la destruction des communs en Inde, en Afrique, en Amérique latine, etc. Et il faut donc restaurer les communs pour restaurer la productivité et la soutenabilité à long terme des terres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps que Ostrom dit ça et revivifie toute la problématique des communs et des enclosures, dans un tout autre monde, celui des logiciels et celui de la propriété intellectuelle, des gens vont avoir parallèlement la même démarche, si je peux dire, que Ostrom. Alors ces gens, c'est pour l'essentiel autour de Stallman, qui ont fait les logiciels libres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant les années 80, on a privatisé les éléments du code source. On a introduit plus généralement de la propriété privée sur la connaissance, sur l'immatériel. Voilà. Et donc c'est un progrès extrêmement grand de la propriété intellectuelle. Ce progrès de la propriété intellectuelle a été refusé par un certain nombre d'acteurs, notamment dans le monde des logiciels. Et ils ont voulu réintroduire le principe de l'accès libre au code source, le principe de droit partagé entre les fabricants du code source et les usagers du code source, moyennant un certain nombre de règles et d'obligations réciproques. Et ils ont créé ce qu'on appelle l'open source, et au-delà de l'open source, le principe du copyleft, à savoir le fait que, à travers les licences qui sont attribuées aux usagers des codes sources, ils peuvent non seulement utiliser, réutiliser, enrichir, diffuser, etc., mais sous la condition, en tout cas pour ce qui concerne les copylefts, sous la condition de remettre dans le commun les apports qui ont été obtenus à partir des codes sources qui sont dans le commun. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux juste dire cette chose. Ces gens, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont fait sur le plan conceptuel. Ce qu'ils ont fait, c'est que, à travers du droit de propriété, à travers du droit de propriété intellectuelle, ils ont garanti l'existence d'un domaine public. Parce que la nature des licences garantit le domaine public
son inviolabilité relative et garantit le libre accès. Alors, derrière ces logiciels, c'est un monde entier, celui que nous fréquentons tous les jours, qui s'est constitué. C'est le monde des wikis, à commencer par Wikipédia, à commencer par l'ensemble des bases de données en ligne ouvertes auxquelles on peut accéder, etc. Et donc ça, c'est le deuxième grand type de commun. Il se distingue des communs précédents sur des points essentiels. J'insiste là-dessus, c'est des mondes qui sont similaires mais très différents. Premièrement, les communs basés sur de l'information, pensez à Wikipédia par exemple, pensez à la musique en ligne, pensez à des résultats de travaux scientifiques mis en ligne dans des articles, etc. Ils sont constitués par des biens non rivaux. Des biens non rivaux, ça a l'air très savant comme ça, mais ça veut dire simplement que le fait que je consomme une musique ne vous empêche pas de la consommer. Le fait que je consomme une information scientifique ne vous empêche pas de la consommer et ne la détruit pas. Ce qui n'est pas pareil sur les poissons d'un lac. Si je consomme des poissons d'un lac, ces poissons-là, vous ne les aurez pas. Et donc, la gestion n'est plus du tout la même, les contraintes ne sont pas les mêmes, puisqu'on n'a pas de risque d'épuisement de la ressource. Deuxièmement, le régime de propriété, le partage des droits, c'est complètement différent aussi. Pourquoi? Parce que dans le cas des communs fonciers, tout est tourné vers préserver la soutenabilité de la ressource. Ne pas prélever trop de poissons ou de poissons d'une certaine espèce parce qu'on risque de le voir disparaître. Dans les communs informationnels, c'est complètement différent. Au contraire, ce qu'il faut gérer, c'est l'enrichissement de la base de données. Il n'y a aucun risque que le fait que vous preniez des données les appauvrisse. Mais il y a un risque que la base soit gâchée si n'importe qui peut rajouter n'importe quelle information, et donc des informations fausses et non vérifiées. C'est le problème de Wikipédia. Le problème de Wikipédia, sa valeur, c'est qu'il y a des gardiens qui font que l'information rajoutée ne gâche pas le stock des connaissances accumulées, et que lorsqu'il y a une erreur, on la vérifie. Bien. Alors, autrement dit, ces communs, ils ne sont pas orientés vers la conservation, ils sont orientés vers l'enrichissement, vers l'accumulation. Et surtout, j'insiste sur ce point, ces communs, ils sont à la base d'un mode d'innovation parfaitement original. L'ancien mode d'innovation, c'est la propriété privée, exclusive, etc., qui garantit à son propriétaire le fait qu'il va s'engager dans l'innovation. Là, c'est absolument le contraire. Le mode d'innovation, c'est le fait que la foule, la multitude, peut participer, le cas échéant, à l'innovation, sous réserve, bien entendu, qu'il y ait un contrôleur qui garantit à chaque fois la qualité des informations, et c'est la foule, la multitude, qui bénéficie de l'innovation. Donc, on est dans un autre monde, et évidemment, un monde qui présente des caractéristiques, vous vous en doutez, qui nous intéressent beaucoup. Et c'est ici qu'arrive la notion de bien commun. Alors, un bien commun, ce n'est pas un commun. Un bien commun, c'est un bien. Alors ici, je m'appuie sur les travaux des Italiens, je vais y revenir. C'est un bien dont les caractéristiques font qu'elles affectent, si elles sont touchées, ces caractéristiques, elles vont affecter un grand nombre de gens. Le climat est un bien commun. Pourquoi? Parce que s'il est affecté, si les caractéristiques du climat sont changées, ça va affecter un grand nombre de gens, etc. Alors, à partir de là, donc, on peut avoir aussi des communs qui ne sont pas des communs plus petits, mais qui ont le même genre de caractéristiques. Un fleuve, un torrent, un lac, qui n'est pas organisé comme un commun, mais est un bien commun virtuel, d'accord, quel que soit, j'insiste sur ce point, quelle que soit sa propriété, que sa propriété soit publique ou privée, c'est très important ça, que sa propriété soit publique, il demeure que affecter la qualité de ce commun, de ce bien, affecte la vie, la survie des gens qui en vivent. Alors, l'eau a été le terrain de réflexion et d'action essentielle de ce bien commun. Je vous raconte l'histoire très brièvement. Berlusconi privatise l'eau à Naples, en Italie. Les Napolitains refusent, organisent un référendum, le gagnent, décident que l'eau est un bien commun, organisent
des réunions de juristes absolument magnifiques, étalées sur plusieurs années, pour définir le statut de bien commun à partir du cas de l'eau, et ils en arrivent à définir, à faire une proposition d'amendement constitutionnel pour introduire une troisième catégorie de biens, et qui serait donc les biens communs. Alors ces biens communs, ce sont des biens qui, indépendamment de la titularité, se révèlent fonctionnels par la nature ou leur finalité, à la poursuite et au bien-être collectif d'une communauté donnée. Donc, comment dire, aussi bien en tant que citoyen qu'en tant qu'institution, il faut construire une constitution de ces biens communs qui nous permettent d'agir dessus. Alors, ils font une série de propositions, pour introduire un statut des biens communs. Alors, pour garantir son usage. Alors, font partie des biens communs les fleuves, les torrents et leurs sources, les milieux aquatiques, l'air, l'atmosphère, les parcs, les forêts, les bois, les eaux de haute montagne, et apparaît aussi une nouvelle catégorie de communs, si on peut dire, les communs urbains, les places, les monuments, qui sont des lieux de socialité, et affecter l'accès, les conditions de vie, etc., sur une place, ou la fréquentation d'un monument, affecte le bien collectif. Alors, il y a une série de problèmes autour de ces biens communs, bien sûr. Suivant qu'ils sont petits, une place, ou qu'ils sont très grands, le climat, évidemment, n'est pas le même problème, mais il y a une série de dispositions à prendre pour protéger les droits des citoyens sur ces communs. Je répète, quelle que soit la titularité, qu'elle soit publique ou privée, ça ne change rien. Le droit des... Donc, en ce sens, je veux dire, le fait de déclarer que c'est un bien public ne va rien garantir du tout. Parce qu'on va rentrer dans la tutélarité des délégataires de la gestion du bien public qui pourront en faire ce qui va... Eh bien non, c'est ça la nouveauté. Les communs, les biens communs, sont porteurs d'une révolution citoyenne, de l'usage, du respect de la qualité des biens à long terme, contre le droit privé ou le droit public. J'insiste beaucoup sur ce point. Alors, je conclus, j'ai fini. Les communs et demain les biens communs et la discussion qu'on a, j'ai envie de le dire comme ça. Le problème du climat, c'est que c'est un bien commun et c'est pas encore un commun. Il deviendra un commun, et on est en train de se battre pour, il deviendra un commun lorsqu'on aura trouvé un mode de gouvernance qui permet de le gérer et de le préserver. Et donc la bataille, quand même, c'est en fait une bataille pour assurer une gouvernance du bien commun climat en commun. Sachant que, comme c'est un commun global, évidemment, c'est compliqué. Ça viendra dans la discussion. Alors, je conclue. Les communs sont une alternative au droit exclusif des biens gérés comme tels. Que ces biens soient gérés par la puissance publique ou par le privé, ne change rien à l'affaire, de ce point de vue. Ils ne viennent à l'existence, les communs, et ne peuvent perdurer que sous des conditions de règles institutionnelles qui doivent être chaque fois précisées et appropriées. Et donc, ça veut dire que derrière la constitution de ces règles, il y a la constitution des collectifs militants et la bataille pour obtenir la constitution de ces règles. Troisièmement, la communauté d'acteurs qui soutient le commun, qui porte le commun à l'existence, est évidemment essentielle. Et la litigation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la gestion des conflits d'intérêts, de vision, etc., au sein des communautés d'acteurs, est évidemment un point central de la gouvernance des communs. Alors, je finis là-dessus, ça sera mon dernier mot. Les communs apparaissent donc à la fois comme des instruments novateurs de la gestion des ressources pour assurer à la fois l'accès, la soutenabilité et l'enrichissement des communs et des biens communs, et ce sont des supports extrêmement puissants pour renforcer et renouveler la démocratie, parce qu'il n'y a pas de commun sans citoyenneté. Et dans l'exemple de Naples de tout à l'heure, on a remunicipalisé l'eau, ça veut dire qu'on l'a confiée
à des sociétés municipales, mais on n'a pas confié à des sociétés municipales et on est rentré chez soi. En même temps qu'on a confié à des sociétés municipales, on a mis en place des structures citoyennes de contrôle de la manière dont l'eau était gérée, tarifée, distribuée, etc., etc. Et donc, comment ? Et la pédagogie de l'eau. Bien sûr, et la pédagogie de l'eau qui implique toute une série de choses. Voilà, donc, vous comprenez l'importance de cette notion de commun. Si vous voulez, pendant des années, on en a pris plein la tête avec l'appropriation privée, etc. Bien, nous avons désormais des éléments d'alternative, et j'ai presque envie de dire, allez, je vais le dire, parce que j'aime bien, voilà, parler clair, vous avez compris, nous avons des éléments d'alternative à la faillite du communisme. C'est-à-dire que le communisme conçu, historiquement, comme extension de la propriété publique, avec éventuellement des droits d'usage concédés, etc., a totalement fait faillite. Bien, pour toutes les raisons qu'on sait. Eh bien, nous avons là des éléments de construction d'une société, non seulement d'alternative au capitalisme, mais des éléments de réponse enfin trouvés à la crise du communisme lui-même. Et bien moi j'ai tendance à penser que c'est pas rien. Voilà, je vous remercie. Tout n'a pas vocation à devenir un commun. Ça c'est très clair dans mon esprit. Il y a des choses qui doivent relever du public et du service public. Alors l'éducation par exemple, à mon avis, est quelque chose qui doit demeurer du public et du service public. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'enraciner sur les formes anciennes. Beaucoup sont en crise. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à la question de la démocratie, y compris dans les services publics. Mais tout n'a pas vocation à devenir un commun. Je veux dire, la défense nationale, ça peut difficilement devenir un commun. Pourtant, ça serait bien qu'il y ait des éléments de démocratie sur les options, sur, etc. Surtout quand il faut donner sa vie pour la défense nationale. Hervé Lecronier, qui est l'un des spécialistes de cette question, qui est universitaire à Caen et qui fait partie du conseil scientifique d'Atta. Je voudrais qu'on regarde cette question des communs, la manière dont le mot est utilisé dans le monde entier. Et il n'est pas utilisé dans le monde entier avec le sens que nous avons en France. Par exemple, il y a une première approche, c'est les gens utilisent le terme commun pour parler des infrastructures. C'est typiquement l'approche américaine. Aux États-Unis, ils vous disent que les plages, c'est des commons, que les rues, c'est des commons, que la connaissance est un commons, etc., etc. Donc, on a une approche du commun comme étant plus proche de ce qu'en France, on limite avec le domaine public. Avec ce basculement un peu par rapport aux positions qu'a développé Benjamin, qui est que si c'est une infrastructure publique, si c'est du domaine public, ça veut dire que tout le monde peut aller puiser dans le domaine public et s'en servir pour développer sa propre activité. Ça veut dire que les camions peuvent utiliser les mêmes autoroutes que les voitures, même s'ils les usent 10 fois plus. Donc, de ce point de vue-là, on retrouve une autre inégalité, et qui est vrai y compris pour les communs de la connaissance dont on vient de parler, le savoir, c'est que ceux qui sont les mieux dotés en capital ou dotés en capital symbolique, en connaissances, en compétences, en outils, sont ceux qui peuvent le mieux utiliser ces infrastructures de domaine public ou de commun. Donc c'est cette manière de tout considérer comme un commun, alors qu'en France, chez nous, quand on met des choses dans le domaine public, on le vit comme une manière de les protéger. Aux États-Unis, considérer comme un commun, c'est au contraire souvent le moyen pour les entreprises de piocher dedans. En France, nous avons Guy Kassler de Semences Paysannes qui dit que les grands semenciers estiment que les semences, les graines sont des biens communs de l'humanité. Et ils disent au-delà, ça veut dire qu'eux ont le droit de puiser dans ces graines, de les transformer OGM, puis toutes les nouvelles méthodes de transformation, voire les sélections et les hybrides F1, ils ont le droit de faire ça puisque c'est un bien commun de l'humanité dans lequel on peut plonger. Donc il ne faut pas oublier cette notion que les communs, à l'échelle du monde, c'est aussi l'infrastructure et le domaine public. Et c'est particulièrement vrai pour la connaissance. On a une deuxième approche des communs, qui est, les gens parlent des communs pour décrire ce qui est préexistant et qui est à défendre. Le sommet des peuples à Rio+20, c'était pour la défense des biens communs.
c'est une logique très forte en Amérique latine. C'est l'idée qui est commune, c'est la Pachamama, si vous étiez à la conférence sur le climat précédemment. Donc tout ça, c'est des choses qui sont universelles, préexistent et qu'il nous faut défendre face aux enclosures. D'où le climat est un commun. Le climat est un commun dans ce sens-là, et il ne l'est pas totalement dans le sens que disait Benjamin, c'est-à-dire qu'il va falloir que ce soit les mouvements sociaux qui, en s'emparant de la question du climat, transforment ce bien commun général en un commun, c'est-à-dire dans lequel les citoyens vont avoir leur rôle d'organisation, leur quelque chose à dire, et leur activité eux-mêmes de défendre ce commun universel. Alors, dans ces communs universels, c'est ma traduction de Global Commons. Je préfère commun universel parce que certains sont globaux, comme l'espace extraterrestre, l'orbite géostationnaire, le spectre des fréquences. Donc là, effectivement, ils sont globaux, mais d'autres sont localisés, comme l'eau. L'eau, elle est toujours de quelque part, donc elle n'est pas uniquement globale, même si l'océan, lui, est un commun global. Et j'ai bien apprécié dans le travail qu'a présenté tout à l'heure l'association End Écocide, la notion de communaux planétaires. Communaux étant le terme en français utilisé pour décrire les ressources communes, un peu ce que les Anglais utilisent le terme de commons. Donc cette logique des communaux planétaires qui justement définit ce qui est très grand et donc très difficile pour organiser la gouvernance. Voilà. La troisième approche, c'est l'idée que les communs seraient le moyen, l'espace d'expression des droits fondamentaux. C'est-à-dire pour développer les droits fondamentaux, pour les rendre effectifs, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le droit à la santé, les droits de l'homme, bien évidemment, pour les rendre effectifs réellement, il faut développer des choses en commun, donc des constructions communes. C'est typiquement l'approche italienne que Benjamin a beaucoup développée. Donc c'est cette idée en Italie. Il y a un très fort mouvement des communs en Italie qui passe par exemple par l'occupation des théâtres. Si nous voulons avoir un droit à l'éducation, un droit à la culture, un droit au débat politique, il faut que nous ayons des lieux pour pouvoir le faire. Et donc on va occuper les théâtres vides et inoccupés des centres-villes, ce qui est très fréquent en Italie. On n'est pas dans la même situation qu'en France. Et donc on va les occuper pour créer des lieux de débat permanents. Donc voilà. Donc c'est des lieux de réalisation des droits fondamentaux avec tout le travail qui a été fait par la commission Rodota, des gens comme Ugo Mattei ou Alberto Lucarelli à Naples, de définir et de rajouter cette idée que les communs doivent être décrits de manière positive, pas seulement par défaut. C'est pas entre le marché et l'État, etc. C'est bien une définition positive des communs et les mettre dans la Constitution italienne. Ils n'ont pas encore réussi, mais c'est vraiment très intéressant de suivre le développement là-dessus en Italie. Par exemple, sur commun, les communs urbains. On a un débat à l'échelle du monde. Les communs urbains, c'est en fait l'accès des gens aux places, et on s'aperçoit qu'il y a une restriction, il y a des lois partout dans le monde pour restreindre l'accès des gens aux places. Quand les Indiens parlent des communs urbains dans les villes, c'est pour dire qu'on a interdit maintenant les manifestations dans les villes. Aujourd'hui, ce qui se passe en Espagne, vous savez, c'est la loi 1984, dite loi du contrôle permanent, qui interdit les regroupements dans les villes, qui interdit l'occupation des places par des gens, etc., et qui menace très lourdement. On vient d'avoir une première condamnation en Espagne au titre de cette loi. La quatrième approche des communs, donc je dis les communs comme infrastructure, les communs comme préexistants et à défendre, les communs universels, les communs comme espace d'expression des droits fondamentaux, et la quatrième, c'est celle qu'a décrit beaucoup plus largement Benjamin, c'est-à-dire les communs comme forme de gouvernance. C'est celle qui est aujourd'hui adoptée majoritairement en France, mais c'est aussi donc toute l'approche institutionnelle de Elinor Ostrom. Donc c'est l'idée que ce qui définit les communs, c'est la capacité d'auto-organisation, d'auto-gouvernance d'une ressource partagée. Il faut qu'on évite les débats théologiques qui seraient propres à d'autres pays et qui nous renverraient à
débat sur est-ce qu'on nationalise ou est-ce qu'on ne nationalise pas, qui est un débat vraiment très spécifique. Est-ce qu'on a des services publics ou services d'intérêt général? C'est un débat spécifique à notre pays, qui est intéressant, mais je pense que cette variété, la question des communs, doit nous, au contraire, en termes militants, on est quand même dans une assemblée militante, en termes militants, doit nous rester relativement ouverte. On a besoin de toujours penser ces quatre termes parce qu'ils existent à l'échelle du monde de manière différente et qui ne sont pas contradictoires. Je reprends souvent le terme de Elinor Ostrom qui dit « chaque commun est un cas particulier ». Donc en fait, on peut difficilement avoir non seulement une définition générale, mais surtout des réponses générales qui seraient valables dans tous les cas dès qu'il y a des questions de commun. Et que donc il nous faut en fait avoir quatre critères, j'en rajoute un par rapport à ceux qu'a donné Benjamin. Le premier, c'est quelle est la ressource qui est offerte en partage. Elle peut être localisée, typiquement l'habitat partagé, les jardins partagés, quelque chose qui se développe énormément dans les villes, les gens qui cultivent en commun, etc. Donc, quelle est la ressource? Et c'est pas la même, effectivement, si c'est ça ou si c'est un logiciel. Quels sont les risques d'enclosure? C'est ce que je rajoute par rapport à ce que dit Benjamin. Je pense que, comment dire, vous faites du commun, vous êtes dans le commun, comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Et c'est souvent, quand il y a une menace d'enclosure, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui était commun et que d'un seul coup, on réorganise les formes de gouvernance, les formes de défense, de reconquérir nos biens communs. Ce qui est une démarche militante, hein, c'est assez traditionnel en fait comme démarche militante, c'est à partir du moment où quelque chose qu'on croyait acquis et menacé, que l'on va pouvoir se mobiliser dessus. Donc pour les communs, pour une ressource partagée, la menace c'est l'enclosure. Alors, pourquoi ce terme enclosure? Il a une histoire, hein, donc une histoire spécifique des clôtures qui ont été mises sur les terrains communaux en Angleterre, avec non seulement l'accumulation primitive du capital que cela a permis, mais surtout une immense violence. C'était un mouvement où il y a eu des morts, mais aussi des gens obligés de quitter leur ville. C'est les premières formes de migration qui sont obligés de quitter leur campagne pour rentrer dans la marine, qui est quand même le pire métier. Si on n'y est pas contraint, on ne fait pas ça, quoi. Voilà. Donc c'est des formes de contraintes excessives qui ont été mises en place. Donc moi je partage l'avis de Peter Lincoln, qui est le terme enclosure dépasse ce qui s'est passé en Angleterre et devient un universel, un peu comme le fait qu'on ait brûlé les sorcières ou le fait qu'on ait développé le marché triangulaire et l'esclavage. C'est tout ce qui va retirer l'usage du commun. Ce n'est pas uniquement la privatisation, c'est un des aspects de l'enclosure, mais il y a plein d'autres aspects. Par exemple, quand on va voir se développer les plantes dites à Goetz, c'est-à-dire avec des verrous génétiques à l'intérieur des plantes, et il faudra des apports de produits chimiques pour les déverrouiller, on va supprimer du commun la capacité de reproduire les plantes. Il y a à la fois une capacité intrinsèque à la plante, le bien commun, mais qui est surtout valorisée par l'existence de communautés des paysans. Il faut en finir avec la logique binaire, je suis propriétaire ou je ne suis pas propriétaire, j'ai tous les droits ou je n'ai aucun droit, mais au contraire aller vers une logique où il y a plusieurs droits sur chaque ressource qui peuvent être mis en œuvre. Alors c'est à la fois des choses traditionnelles, c'est par exemple le droit de glanage, qu'un paysan soit propriétaire du champ, ça n'empêche pas qu'on peut, une fois qu'il a fait sa récolte, aller glaner sur le champ. Et c'est souvent inscrit dans la loi ou dans la coutume. Et c'est aussi la même chose pour, par exemple, dans le numérique, ce qu'on appelle les licences Creative Commons, c'est-à-dire les licences dans lesquelles quelqu'un qui est propriétaire, c'est-à-dire qui a écrit une œuvre, une musique, un texte, etc., donne des droits supplémentaires au droit de lecture. Le droit de lecture et la lecture gratuite, ça c'est un droit acquis, ça s'appelle les bibliothèques, ça existe depuis plusieurs siècles, voilà, mais qui donne des droits supplémentaires de réutilisation, de réédition, etc. Donc on a cette idée d'en finir avec les logiques binaires, d'avoir un faisceau de droit qui peut devenir un outil de mobilisation, parce qu'à partir du moment où on peut avoir plusieurs règles d'accès, on ne se bat pas pour exproprier, ou pour au contraire empêcher une privatisation, mais on se bat pour faire respecter les droits du commun, les droits des utilisateurs du commun. Quelle organisation de la gouvernance on met en place?
J'utilise le terme gouvernance, ce n'est pas de gouvernement toutes ces questions, puisqu'il s'agit bien de formes d'auto-organisation autour d'une ressource spécifique. On a une ressource, un lac avec une pêcherie, comment les pêcheurs font en sorte que tout le monde ait de quoi faire manger sa famille et d'éviter qu'il y en ait un avec son gros chalut qui empoche tout. Voilà. Donc ça, c'est des formes d'organisation de la gouvernance, ce qui signifie quelque part des règles, des normes sociales, une architecture de la ressource elle-même. C'est pour ça que les formes de gouvernance vont varier selon qu'on a une ressource additive ou soustractive, etc. Voilà. Donc, avec ce que je viens de vous dire en deux parties, d'une part sur qu'est-ce que sont les communs sur plusieurs dynamiques qui existent à l'échelle du monde, et d'autre part, quels sont les critères qui nous permettent d'agir, d'analyser et de peser sur chaque commun pris comme un cas particulier, on voit bien qu'on a les moyens, on a de la substance pour créer un nouvel imaginaire politique. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des tas de pratiques du commun qui ne sont pas analysées comme étant des forces politiques, des forces militantes, des capacités à remettre en question le monde tel que nous vivons. Donc, je verse de l'argent à Terre de Liens. Terre de Liens achète des biens fonciers, des terres, et les confie à des paysans. Donc vous voyez, c'est Terre de Liens qui va être propriétaire, et c'est des paysans qui vont l'exploiter. Si on rappelle le GFA du Larzac, ce sont des cheveux blancs. Voilà, ce genre de choses, c'est typiquement des formes d'organisation du commun où on distingue la question de la propriété. Comment, au jour d'aujourd'hui, on est capable de faire se regrouper, se reconnaître entre eux, ces gens qui pratiquent du commun. C'est pour ça que nous avons essayé de mettre en place un festival qui s'appelle Le Temps des communs. Alors c'est la deuxième édition, on l'a fait en 2013. Il y avait 200 initiatives auto-organisées. Chacun dit, oui, moi ce que je fais c'est un commun, et donc j'inscris sur un catalogue collectif les initiatives que j'estime être du commun, et je vais profiter de cette période-là pour la valoriser, la faire connaître autour de moi, faire une journée portes ouvertes sur un jardin partagé, faire une collecte d'argent pour Terre de Liens, ou présenter comment est-ce que je participe dans Wikipédia, avec l'idée que plus il y aura d'initiatives auto-organisées, et plus chacun va reconnaître que ce qui se fait participe de cette dynamique des communs, va voir ce que font les autres et va s'apercevoir qu'il n'est pas tout seul, et que donc on peut se servir de cette logique-là pour créer un nouvel imaginaire politique qui, je m'excuse de le dire, ne me semble pas venir aujourd'hui des partis. Il ne me semble pas venir d'en haut d'aucun. Je suis adhérent à un parti, je ne dirais pas lequel, je suis membre d'une fondation d'un autre parti, je ne dirais pas lequel. Je m'en fous, je trouve ça très bien, mais ce n'est pas de là que vient la pensée. Donc ça va être de nouveaux mouvements sociaux, d'un nouvel imaginaire qui nous dit ok, avec la mondialisation, ça va être très difficile de diriger le monde à partir des citoyens. C'est pas gagné. Mais à partir de nos activités quotidiennes, on peut le faire. À partir de nos activités militantes, on peut le faire. Ça s'appelle les communs. Il y a 4 choses qui, a priori, ne devraient jamais être appropriables. C'est la connaissance, la terre. C'est une aberration historique que la terre soit privée. Que les biens produits sur la terre puissent être la propriété du paysan, oui. Que la terre soit privée, c'est très minoritaire, c'était très minoritaire dans le monde, et c'est vraiment une aberration. Le travail, et ça c'est la conférence de Philadelphie, Franklin Delano Roosevelt, enfin sa femme, elle avait raison, hein, c'est sa femme qui a poussé à ça, qui dit le travail ne peut pas être une marchandise. Et puis la monnaie. Voilà, donc ça c'est les 4 choses qui a priori ne devraient pas être appropriables, donc être vendues sur un marché. Voilà. Comment on y arrive? Alors vous avez bien compris qu'on n'est pas gagnant, puisqu'il vient de créer une monnaie européenne qui est justement l'antithèse d'un commun, parce que c'est une monnaie privée. En fait, c'est une monnaie qui n'est pas dépendante des politiques budgétaires. Donc de ce facteur, l'antithèse des communs. Par contre, il y a des monnaies communes qui se créent. C'est sur la base de l'expérience des monnaies locales. Et on a intérêt, nous, comme mouvement, on n'est pas majoritaire, donc c'est pareil aussi. Il faut éviter d'être pris dans ce que Isabelle Stengler appelle des alternatives infernales. Ou alors qu'on est minoritaire, qu'on soulève des problèmes, on nous demande déjà de savoir ce qu'on ferait si on dirigeait.